L'échiquier international, bienvenue à vous. Venezuela et les répliques de l'onde de choc. Le Conseil de sécurité réuni dans la journée en session d'urgence pour parler de la situation du Venezuela. Embargo économique, menaces, bombardement et capture de Nicolas Maduro par les États-Unis. On se réunit à New York, ne lésinons pas sur les mots pour parler de l'égalité ou non du renversement d'un président en exercice. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, parle d'un dangereux précédent et que l'impact sur la région pourrait être désastreux. Le Conseil de sécurité présidé par la Somalie comprend une quinzaine de membres, mais Washington devrait essuyer un nombre de critiques plutôt limité, surtout de la part des Européens. Le représentant américain Michael G. Waltz, délégué des États-Unis, insiste « Nous n'occupons pas le pays », sauf que cette déclaration ne semble pas rassurer ses collègues internationaux. La Chine dit que le recours à la force ne fait qu'aggraver la situation. La Russie évoque une irresponsabilité de certains contre le droit international. Quant à Samuel Moncada, représentant permanent du Venezuela, pour lui, le 3 janvier 2026 est une date d'une profonde gravité historique, non seulement pour le Venezuela, mais aussi pour l'ensemble du système international. On en parle, à tout de suite. Alors on l'a dit, à part les Européens réunis au Conseil de sécurité, les mines des émissaires internationaux, notamment sud-américains, sont déconfites. On ne cache pas la gravité de l'événement ayant eu lieu à Caracas il y a 3 jours et son impact international. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé au respect de l'indépendance politique des États, facile à dire qu'à faire respecter de la part de l'ONU. Pour en parler en tout cas, je reçois le professeur émérite des relations internationales à l'Université de Londres, auteur de nombreux ouvrages, on peut citer par exemple les 2 derniers, La Nouvelle Guerre froide, ou encore Gaza, génocide annoncé, un tournant dans l'histoire mondiale. Bonsoir Gilbert Achcar. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie. Alors, avec ce qui s'est passé, professeur Gilbert Achcar, ce qui s'est passé à Caracas le week-end dernier, ne sommes-nous pas à un tournant des relations internationales ? Je dirais plutôt que nous sommes dans la continuation d'un tournant, c'est-à-dire que, bon, cela fait depuis le début de l'année que Donald Trump bafoue allègrement tout ce qui restait comme règle des relations internationales, mais il faut dire que cela a commencé avant lui, sous le précédent président américain, Biden, durant la présidence duquel c'est montrer le contraste flagrant entre l'attitude des États-Unis sur l'Ukraine et leur attitude sur Gaza. L'attitude des États-Unis vis-à-vis de la Russie, sous Biden, bien sûr, elle a changé sous Trump, et l'attitude des mêmes États-Unis vis-à-vis d'Israël. Et donc, si vous voulez, ce qu'on appelle l'ordre libéral international fondé sur des règles, bon, il est moribond depuis très longtemps, il a toujours été essentiellement une fiction. Il est de fait mort sous Biden à cause de la gravité du génocide de Gaza. Et c'est pour ça que je l'ai décrit comme un tournant dans l'histoire mondiale. Et ce qui se passe aujourd'hui avec Trump est une continuation et une aggravation de cette tendance. On l'a dit, réunion d'urgence à l'ONU pour parler de l'égalité ou non de l'opération américaine contre le Venezuela. En tout cas, on a débattu et on continue à débattre au sein de l'hémicycle onusien. On le rappelle, l'opération américaine a fait 40 morts vénézuéliens et la capture d'un président en exercice. On a suivi un peu les échanges à l'ONU. C'est un service minimum qu'on a montré pour rappeler le droit au président Trump. Il faut le dire, Gilbert Achcar, que la marge de manœuvre de l'ONU est un peu limitée, à part la rhétorique figée. On n'a pas grand-chose à dire, ou en tout cas à démontrer pour essayer de sauver ce qui a sauvé du droit international. C'est que l'ONU, la force de l'ONU, c'est la force des grandes puissances. Mais l'ONU n'a pas de force contre ces mêmes grandes puissances, et en particulier contre la plus puissante d'entre elles, les États-Unis d'Amérique.
Et de fait, quand je parle de fin ou de mort de l'ordre international, ou même de la fiction de l'ordre international fondé sur des règles, en d'autres termes, on peut dire qu'on est en plein dans ce qu'on appelle la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort. Or, le plus fort sur le plan planétaire, ce sont les États-Unis d'Amérique, et ils se permettent des choses qu'aucun autre État ne pourrait se permettre de la même façon, parce qu'ils se savent en toute impunité. L'ONU ne peut pas véritablement les condamner, en tout cas pas le Conseil de sécurité, puisqu'ils ont droit de veto, et pour le reste, personne n'osera se frotter aux États-Unis sur le plan militaire. Aidez-nous à comprendre, c'est il y a à peine 5 jours, Donald Trump, lors de la soirée de réveillon accompagné de Netanyahou, le président américain a souhaité la paix sur Terre pour les vœux de 2026. Juste après, alors il bombarde le Venezuela et capture son président, menace pêle-mêle le Mexique, Cuba, la Colombie, l'Iran et le Groenland. Cela va être difficile d'expliquer au comité Nobel dans quelques mois que le célèbre prix de la paix lui reviendrait. Enfin, c'est difficile à cacher car c'est aussi, vous l'avez dit, les principes de la Charte des Nations Unies qui ont implosé. Oui, là, je crois qu'il a complètement brûlé la moindre chance qu'il aurait eue d'obtenir ce fameux prix qui est devenu son obsession. Mais là, je crois qu'il devrait lui-même ne plus se faire d'illusions à ce sujet. Bon, maintenant, si vous voulez, d'abord, vous avez mentionné Israël. Or, je signale en passant que la vice-présidente vénézuélienne accuse Israël d'avoir contribué à l'opération du 3 janvier. Bon, ce ne serait pas étonnant, il faut dire, parce que les méthodes utilisées rappellent fortement celles dans lesquelles le Mossad israélien, les services de renseignement israéliens, sont devenus les grands spécialistes. Bon, donc, de ce point de vue-là, une rencontre avec Netanyahou, quelles que soient les déclarations des uns et des autres, une rencontre avec le chef d'un État génocidaire, n'augure rien de bon pour la paix mondiale. Et effectivement, bon, comme vous l'avez dit, enfin, cette rencontre a préludé immédiatement à cet acte de piraterie, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est un acte de piraterie internationale par la plus grande puissance mondiale contre un État du Sud mondial. Mais le candidat Trump, lors de la campagne présidentielle, et qui a fini par le consacrer président des États-Unis, avait asséné, avait insisté vouloir en finir avec les guerres de Obama et Biden. Résultat des courses, il est le seul président à avoir bombardé 7 pays en une année: Nigeria, Iran, Irak, Yémen, Somalie, Syrie et enfin Venezuela. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, non, en fait, ce que Trump a surtout dit au niveau des guerres, c'était une critique de ce qu'avait fait l'administration républicaine, pourtant, de George W. Bush. C'est-à-dire l'occupation de l'Irak, l'occupation de l'Afghanistan, qui, toutes les deux occupations, ont fini bien mal pour les États-Unis, comme vous le savez. Et donc, c'est ce qu'il critiquait. C'est critiquer la prétention des États-Unis de pratiquer ce qu'on appelle en anglais le nation building, c'est-à-dire de s'occuper eux-mêmes de la construction d'un État dans d'autres pays. C'était sa critique principale de ce qui s'est passé en Irak, mais c'est une critique qu'il partage avec les monarchies du Golfe. Les monarchies du Golfe avaient vu d'un très mauvais œil l'occupation de l'Irak par les États-Unis. Elles avaient vu d'un très mauvais œil le démantèlement par les États-Unis de l'État irakien, qui avait ouvert la voie à une mainmise de l'Iran, de fait, sur la société, puis sur l'État irakien. Et c'est cela que Donald Trump a critiqué, mais ce n'est pas du tout les frappes à distance. Je rappelle qu'il avait déjà pratiqué la frappe à distance lors de son premier mandat, y compris contre la Syrie, et il ne s'est jamais privé de le faire, il n'a jamais déclaré qu'il n'allait plus le faire. Au contraire,
Mais ça, pour lui, c'est à distinguer des guerres de longue durée qui aboutissent à un enlisement, et notamment par l'occupation de territoires et notamment aussi en se donnant pour but de construire un État dans un autre pays. D'où ce rapport au Venezuela qu'on voit aujourd'hui. C'est de fait, on est dans, je veux dire, dans une méthode de domination impérialiste qui est extrêmement crue. Ce qui se passe, c'est que les États-Unis, après avoir enlevé le président de l'État censé être souverain du Venezuela, eh bien, veulent imposer au gouvernement vénézuélien, ce gouvernement, le même, sans se donner comme objectif de le renverser ou d'organiser des élections, comme ça a été le cas en Irak. Donc, ils veulent imposer à ce même gouvernement vénézuélien de faire selon leur volonté, en le menaçant de nouvelles frappes s'il ne se conforme pas à leurs souhaits. Je veux dire, on est là vraiment dans un acte d'impérialisme pur qui ne s'embarrasse absolument pas d'une quelconque prétention au respect des règles internationales. Je crois que là-dessus, les choses sont claires. Les États-Unis savent. Oui. Le représentant américain à l'ONU, Michael G. Waltz, délégué donc américain, a insisté « Nous n'occuperons pas le pays », à savoir le Venezuela. Oui. C'était il y a à peine quelques heures. Mais c'est ce que je vous dis. C'est que les États-Unis Trump ne veut pas répéter ce qu'a fait George W. Bush. Il ne va pas occuper le Venezuela, même s'il dit qu'il peut déployer des troupes au besoin. C'est une façon de menacer. Il menace de l'intervention de troupes, il menace de nouvelles frappes, il menace d'enlever les nouveaux dirigeants, si vous voulez, indirectement, c'est clair, s'il ne se conforme pas à ses souhaits. Voilà ce qu'il veut faire. Mais il sait bien, y compris pour sa propre base électorale, qu'une occupation du Venezuela, qui est un pays très grand, c'est un grand pays, c'est un pays qui serait très difficile de contrôler pour les États-Unis, à moins d'y déployer encore plus de soldats que ce n'a été le cas pour l'Irak, et avec des risques considérables, il sait très bien que ça serait fatal pour lui. Alors, comment vous voyez la suite, justement ? Très clairement, il ne va pas occuper, mais il menace de frapper à tout moment. C'est comme si vous voulez, je n'occupe pas votre demeure, mais je vous menace de la bombarder sans cesse si vous ne vous conformez pas à ce que je demande. Comment vous voyez alors la suite du Venezuela ou des relations entre le Venezuela et les États-Unis d'Amérique ? Disons qu'on est actuellement dans le flou parce que la vice-présidente qui est donc maintenant devenue présidente, qui devrait être inaugurée comme présidente en remplacement de Maduro, semble avoir donner des signes de consentement aux États-Unis. En tout cas, c'est ce que Marco Rubio, donc le secrétaire d'État de Donald Trump, a affirmé. C'est ce que Trump lui-même a affirmé de manière encore plus directe. Pourtant, elle a demandé qu'on relâche le président Maduro. C'est ce qu'elle a fait au départ, mais sa toute récente déclaration, comme tous les médias mondiaux l'ont souligné, est apparue comme assez conciliante vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire, elle exprime le fait qu'elle est prête à collaborer, à coopérer avec les États-Unis, notamment sur le plan du pétrole. On va en parler. On va en parler. Et donc, elle sait très bien qu'est-ce qui intéresse Donald Trump. Elle sait très bien que c'est le pétrole qui intéresse Donald Trump et rien d'autre. Et elle se montre prête à coopérer sur ce plan-là, sous la menace. Parce qu'il faut le dire, encore une fois, ce n'est pas de gaieté de cœur
qu'elle annonce cela, et quelles que soient les mesures qu'elle va prendre, il faut comprendre qu'elle agit en tout cas sous la menace, et que ce sont des mesures qui doivent être considérées du point de vue du droit international comme étant comme étant extorquées à un pays sous chantage et menaces militaires, et qui devrait donc être, toute promesse de ce type devrait être considérée comme nulle et non avenue. Alors le président Maduro évincé du pouvoir, en tout cas pour l'instant, on verra ce qui se passera par la suite. Un dirigeant de Chevron a révélé au quotidien The Financial Times d'avoir levé 2 milliards de dollars pour relancer l'industrie fossile au Venezuela, tandis que la Suisse, ce matin, a ordonné le blocage immédiat des éventuels avoirs détenus par Nicolas Maduro pour empêcher toute fuite des capitaux. On le voit, Gilbert Achcar, la communauté financière internationale est déjà dans la période de l'après-Maduro. Je serais plus circonspect à ce niveau-là, parce que 2 milliards de dollars, comme vous avez dit, c'est une bagatelle, ce n'est rien par rapport aux investissements qu'il faudrait pour restaurer, pour déjà réparer les installations pétrolières du Venezuela, et surtout pour élargir et intensifier l'exploration du pétrole dans ce pays. Certes, mais c'est juste après 5 jours, on verra la suite. Oui, mais vous avez des réserves de pétrole les plus importantes du monde, du point de vue des réserves prouvées au Venezuela, mais en même temps, elles sont extrêmement difficiles d'exploitation. Si vous voulez, la différence, par exemple, entre le pétrole du Venezuela et celui du Royaume saoudien, c'est que celui du Royaume saoudien est extrêmement facile à extraire, et donc le coût d'extraction est très bas, tandis que celui du Venezuela a un coût d'extraction beaucoup plus élevé, parce qu'il est beaucoup plus difficile à atteindre, pour des raisons géologiques et autres. Et donc, il faudrait un gros investissement. Or, aucune des grandes compagnies américaines, des majors américains, la personne que vous avez citée est un ex de Chevron, c'est pas un dirigeant actuel de toute la société, eh bien, aucune des grandes compagnies américaines ne se risquerait à faire de gros investissements tant que la situation n'est pas claire et tant qu'il n'y a pas de garantie de continuité sur le plan politique et de stabilité sur le plan politique. Or, rien de cela n'est clair pour le moment. Donc tout cela reste à l'état de projet pour le moment. Alors la question du pétrole au Venezuela, le pays possède les plus grandes réserves prouvées au monde. Alors la première région pétrolière se situe au centre du pays, sur une grande partie de la rive nord du fleuve Orénoque. Le problème, c'est que, vous l'avez dit, c'est un pétrole difficile à extraire, car il est lourd et visqueux. Cela demande des investissements importants et des technologies surtout de pointe. La deuxième région pétrolifère du Venezuela, c'est le bassin de Maracaibo, et c'est historiquement là que le pays exploite son pétrole, un pétrole plutôt conventionnel et facile à l'extraction, moins coûteux. Et enfin, la troisième zone, c'est au large de la zone offshore de pétrole, c'est une zone de pétrole et de gaz naturel, non loin de la frontière du Guyana. D'ailleurs, les deux pays sont souvent entrés en conflit à cause de ça. Le Venezuela, c'est 1% de la production mondiale, 1 million de barils jour. Il a des réserves exorbitantes. Vous avez dit, on va donner un chiffre, 303 milliards de barils. C'est ça les capacités. C'est plus que l'Arabie Saoudite. C'est une partie de ce pétrole depuis quelques semaines qui se vendait via des bateaux fantômes à la Chine et en yuan et non en dollars. En 2018, le Venezuela avait annoncé vouloir se libérer du dollar. Caracas a mis d'ailleurs en place des canaux de paiement direct avec Pékin, contournant le système SWIFT. Gilbert Achcar, on tient peut-être un mobile, comme on dirait dans les polars policiers. Je ne crois pas que ce soit vraiment le cas, parce que Donald Trump lui-même, enfin l'administration Trump elle-même, a dit qu'elle autoriserait la continuation des livraisons de pétrole à la Chine. Parce que, bon, s'ils veulent le pétrole du Venezuela, c'est bien pour le vendre. Ce n'est pas pour le consommer aux États-Unis pour le moment. En tout cas, les États-Unis ont leur propre production de pétrole. Et pardonnez-moi, Gilbert Achcar. Pardonnez-moi. Oui. Pardonnez-moi, je vous coupe. Pardonnez-moi. C'est peut-être pas pour
on ne le vendrait pas, mais peut-être c'est pour leur consommation personnelle, puisqu'on parle de la fondation de centres exorbitants de l'IA et des fameux big data. Et eux, ce sont des centres qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Oui, bien sûr, mais ça, après, bon, On verra. les États-Unis, si vous voulez, ne manquent pas pour le moment de sources d'énergie, outre le fait qu'ils pourraient, comme le fait le Royaume saoudien aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, puisqu'il y a des projets de développement de banques de centres de données dans le Royaume saoudien qui s'appuient sur l'énergie solaire. En partie. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, les États-Unis ont les moyens, mais bien entendu, bon, quelque chose comme les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, c'est un appât considérable. Il est clair que pour l'administration Trump, c'est la motivation principale, en tout cas pour Donald Trump lui-même, la motivation principale de cette action contre le Venezuela. Et si vous voulez, si vous observez la politique de Donald Trump à l'échelle mondiale, elle est partout motivée par des motivations, par des raisons économiques. Ce sont soit les terres rares, soit des minerais, soit le pétrole, soit d'autres, que ce soit l'action des États-Unis en Afrique, quand Donald Trump se prétend faiseur de paix entre le Congo et le Rwanda, eh bien, c'est avec à la clé des accords sur les matériaux rares. Quand il essaye de négocier une paix entre l'Ukraine et la Russie, c'est encore avec à la clé des accords de ce type pour l'exploitation des ressources ukrainiennes. Donc c'est un président qui, n'a pas de principe et contrairement aux autres, n'essaye pas de donner des colorations idéologiques à ce qu'il fait. C'est de manière très crue, comme je vous l'ai dit, un impérialisme très cru, hein, fondé sur des intérêts francs et évidents. Peut-être, Gilbert Achcar, on est un peu plus dans un dossier un peu plus sensible qu'une exploitation, en tout cas une mainmise sur les ressources. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Avec cette question de dédollarisation que Maduro avait entamée, lui-même aussi avait demandé de rejoindre les BRICS, c'est aussi une attaque contre le multilatéralisme, bien entendu. C'est Trump attaque aussi le multilatéralisme. Maduro veut l'accompagner, mais elle est fondamentale, cette question du pétrodollar, parce que qu'est-ce qui a permis aux États-Unis de rester la puissance économique dominante pendant tout ce siècle? On peut parler du pacte de Quincy en 1945 entre le roi Abdelaziz et le président Roosevelt, cet accord informel qui a permis à la puissance américaine de se consolider pendant presque un siècle, puisque le pétrole saoudien ne se vendrait qu'en dollars. La demande américaine était assurée, à savoir une demande exorbitante en dollars. Cela permettait de financer l'hégémonie américaine. En 1974, Henry Kissinger a reconduit l'accord avec l'Arabie saoudite en disant que tout le pétrole ne pourrait se vendre qu'en dollars. Est-ce que vendre des grosses mannes de pétrole vénézuélien dans une autre monnaie que le dollar, est-ce que Maduro, sans se rendre compte, aurait menacé l'hégémonie américaine, d'où la réaction violente de Trump? Non, je ne crois pas. Tout simplement, la Chine n'est pas intéressée à remplacer le dollar par le yuan. Toutes il y a eu les pressions même dans ce sens, y compris au niveau des BRICS, n'ont rien donné. La Chine, parce que ça porte un coup de se transformer en détenteur de la réserve d'une monnaie de réserve internationale. Et la Chine, en tout cas, sait qu'elle n'est pas, malgré son poids économique, en mesure de s'imposer face aux États-Unis, parce que au niveau de l'économie mondiale, eh bien, si vous voulez, la Chine, en tout cas l'Occident, le monde occidental qui reste dans son ensemble de loin la force, la partie la prépondérante de l'économie mondiale, il n'y a pas de confiance dans l'économie chinoise et dans le yuan, et ni dans la politique chinoise. Il y a
aujourd'hui de grands doutes sur la politique de Donald Trump, mais la confiance dans l'économie américaine est toujours là. C'est toujours une économie qui tient la route, qui continue à progresser malgré les folies de Donald Trump et malgré les prédictions des uns et des autres qui allaient dans l'autre sens. Donc non, je ne crois pas que... vous savez, on a dit les mêmes choses au moment de l'occupation de l'Irak. Vous me rappelez exactement ce qui avait été dit à l'époque, que Saddam Hussein s'apprêtait à vendre son pétrole dans autre chose que le dollar, et que c'est pour cela que l'Irak a été occupé. Mais non, ce n'est pas ça. Si vous voulez, vous avez des intérêts directs. Le pétrole en lui-même, ce n'est pas un hasard si ce sont deux États pétroliers, mais deux producteurs majeurs de pétrole, deux détenteurs majeurs de réserves pétrolières, l'Irak d'une part et le Venezuela de l'autre. Et comme je vous l'ai dit, vous regardez un peu la politique de Trump, c'est une politique de rapace. C'est une politique de rapace qui veut acquérir les biens qu'il considère comme importants. Il veut en tout cas imposer l'exploitation par les États-Unis seuls de ces biens-là. Merci Gilbert Achcar. Ça sera sans doute le sujet de prochain rendez-vous, je l'espère en tout cas. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes professeur émérite des relations internationales à Londres, auteur également. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie, merci bien. L'Échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur Al 24 News en vous souhaitant une agréable soirée.